un anthropologue est arrivé à une conclusion surprenante. Homo sapiens n'est pas la seule espèce humaine sur Terre. Il présente les résultats de ses travaux dans un ouvrage où il avance l'hypothèse de l'existence probable d'une mystérieuse espèce d'homme-singe. Cette espèce vivrait cachée sur une île en Indonésie et sa présence serait attestée par les témoignages de peuples locaux de l'île qui l'ont aperçu à plusieurs reprises. Alors, présenté comme ça, on dirait le speech d'un film d'aventure, et j'aurais bien aimé que ça soit le cas, mais non. Tout est vrai. Il y a vraiment un scientifique qui a publié un ouvrage où il avance une telle hypothèse, et cette dernière repose, en partie, sur la découverte de fossiles d'une espèce humaine qui aurait vécu il y a environ 50 000 ans. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, mais avant, générique. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Check or Perish qui sera consacré, comme le précédent, à l'évolution humaine. Ce garçon est incorrigible. Nous allons parler d'une hypothèse avancée récemment par un scientifique disant qu'il pourrait y avoir actuellement une autre espèce humaine sur Terre. En effet, en mai 2022, l'anthropologue à la retraite Gregory Forth a publié un livre se proposant de retracer ses travaux qui l'ont amené à penser qu'une autre espèce humaine vivrait cachée sur l'île indonésienne de Flores. Flores, ça vous dit peut-être quelque chose. Et si ce n'est pas le cas... L'île de Flores est située au sud de l'Indonésie. Elle mesure près de 360 km de long et se trouve à près de 25 km à l'est de l'île de Komodo, connue pour sa faune reptilienne. Son nom vient du portugais flores, qui signifie fleur. Voilà pour Flores. Maintenant, vous vous demandez sûrement c'est quoi son rapport avec l'évolution humaine. L'homme de Flores, de son nom scientifique Homo florensis, est une espèce éteinte du genre Homo dont les fossiles ont été découverts en 2003 dans une grotte sur l'île indonésienne de Flores. Les restes fossiles ont été datés entre 100 000 et 60 000 ans. Voilà. Et donc, c'est cette espèce que notre ami Gregory Forth pense être toujours vivante actuellement sur cette île. Et à ce stade de la vidéo, la plupart d'entre vous doivent se demander que, bon, est-ce qu'on peut prendre vraiment au sérieux cette hypothèse? Vous êtes sérieux? Je laisse un peu de suspense histoire d'eux, mais en effet, cette hypothèse est un petit peu bancale, et sans trop spoiler la suite, on va voir que les arguments en sa faveur sont quasi inexistants. Mais bon, vu qu'une certaine revue de vulgarisation scientifique n'a rien trouvé de mieux que de faire la promotion du bouquin de Forth, je me dis, autant en parler un petit peu. Moi tout à fait. Cependant, avant de discuter de cette hypothèse, il me semble nécessaire de planter quelques bases et rappels pour celles et ceux qui ne seraient pas trop initiés avec l'évolution humaine, histoire que tout le monde parte du bon pied. Alors, quelques bases sur l'évolution humaine. Actuellement, et jusqu'à la vraie preuve du contraire, il existe une seule espèce humaine vivante, nous, Homo sapiens. Pas Homo sapiens sapiens, juste sapiens. Selon la classification du vivant, nous sommes des animaux, vertébrés, mammifères. Et parmi tous nos congénères à fourrure, nous sommes membres des primates. Qu'est-ce qui nous permet de dire que nous sommes des primates? Oui, le pouce opposable. Tous les primates en possèdent un. Parfois, vous entendez le terme singe employé comme synonyme de primate. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail, mais sachez que singe et primate ne désignent pas les mêmes groupes. Tous les singes sont des primates, mais tous les primates ne sont pas des singes. Si vous voulez un exemple de primates qui ne sont pas des singes, les lémuriens. Maintenant, parmi toute la diversité de primates, desquels sommes-nous les plus proches? Vous avez sans doute entendu dire que nous sommes des hominidés. Les hominidés sont une famille de singes, et là on peut employer ce terme, regroupant actuellement les orang-outans, les gorilles, les chimpanzés et les humains. Les hominidés sont rassemblés avec une autre famille, les Hylobatidés, la famille des gibbons, et forment avec elle la superfamille des hominoïdes. Plus communément appelés les grands singes, parmi les hominidés, les humains sont plus proches des chimpanzés.
Nous partageons un ancêtre commun, daté aux alentours de 10 millions d'années. À partir de cet ancêtre commun, les deux branches évolutives ont émergé et ont poursuivi leur histoire, chacun de leur côté. Pour la branche des humains, nous connaissons pas mal de représentants fossiles, dont voici quelques exemples. Toumaï, qui appartient à l'espèce Sahelanthropus tchadiensis, est daté de 7 millions d'années. Actuellement, c'est le plus vieux représentant connu. Lucie, qui est une représentante de l'espèce Australopithecus afarensis, a été datée à 3,2 millions d'années. Homo erectus est une espèce connue de 2 millions d'années à 100 000 ans. Les hommes de Néandertal sont connus de 400 000 ans à 30 000 ans. Et pour nous, Homo sapiens, nos plus vieux représentants connus actuellement sont datés à 300 000 ans. En ce qui concerne les fossiles de chimpanzés, nous n'avons pas grand chose. Voilà, normalement à ce stade, vous devriez y voir un peu plus clair sur la place des humains dans le vivant. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est parmi tout le registre humain, où se situe l'homme de Flores? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans la prochaine partie de cette vidéo. Parlons donc un peu plus de Homo florensis ou l'homme de Flores. Il s'agit, comme dit au début de la vidéo, d'une espèce rapprochée du genre Homo, découverte en 2003 dans une grotte sur l'île de Flores dans l'archipel indonésien. Elle a été décrite dans un article publié en 2004 dans la revue Nature. L'équipe derrière cette découverte était dirigée par l'archéologue néo-zélandais Mac Morwood, qui travaillait pour l'université australienne de Nouvelle-Angleterre. Le matériel ayant permis la description de cette espèce se compose d'un squelette partiel appartenant à une femme et d'autres os isolés d'autres individus. En 2004, les fossiles avaient été datés à 18 000 ans, puis en 2016, la datation a été révisée et a donné entre 100 000 et 60 000 ans. On reviendra plus tard sur cette histoire de changement de datation et vous verrez que ça aura son importance. La caractéristique frappante de Homo florensis est sa taille relativement petite comparée aux autres espèces connues à la même période. Et vous pouvez voir que la différence de volume cérébral est tout aussi frappante. C'est entre autres ce caractère de petite taille qui a amené les auteurs à surnommer Homo florensis le Hobbit, en hommage au personnage des livres de Tolkien. En plus, si vous avez fait attention aux dates, vous n'êtes pas sans savoir qu'entre 2000 et 2003 est sortie une certaine trilogie au cinéma réalisée par un autre néo-zélandais. En voilà une coïncidence. La taille et le volume cérébral réduit de Homo florensis ne sont pas juste des caractères rigolos permettant aux scientifiques de surnommer l'espèce le Hobbit, mais ces caractéristiques posent vraiment une véritable énigme aux paléontologues car cela va complètement à l'encontre de ce qu'ils pensaient savoir sur l'évolution humaine. Avant cela, quand on regardait le registre fossile des humains, on pouvait voir certaines tendances dans le temps. Plus on avançait dans le temps, et plus la taille du crâne augmentait. A l'inverse, la taille des molaires, c'est-à-dire les dents qui sont situées au fond de la mâchoire et qui servent à écraser les aliments, eh bien la taille de ces dents semblait diminuer. Et le déplacement par la bipédie, c'est-à-dire sur deux jambes, semblait se renforcer. En gros, on passe d'une bipédie non exclusive à une bipédie exclusive. Et là, chez Homo florensis, on a bien une bipédie exclusive et de petites molaires, comme chez les autres espèces humaines contemporaines, Homo sapiens, les hommes de Néandertal. Par contre, le volume cérébral est plus proche de celui des Australopithèques, qui sont datés à 2,5 millions d'années. Or, comme on l'a dit, Homo florensis est daté entre 100 000 et 60 000 ans. Ça n'a pas de sens, nous sommes d'accord. Cette découverte a donc remis beaucoup de choses en question. Les scientifiques ont tenté d'expliquer l'origine évolutive de Homo florensis. Au début, ils ont proposé que cette petite espèce humaine soit la descendante de spécimens de Homo erectus qui seraient arrivés sur l'île de Flores et auraient ensuite subi un phénomène appelé le nanisme insulaire. Il s'agit d'un phénomène évolutif qui peut arriver lorsque des spécimens d'une espèce vont évoluer séparés des autres membres, sur une île par exemple. Des mécanismes évolutifs au cours de milliers d'années vont faire que ces spécimens vont donner une nouvelle espèce plus petite que l'espèce d'origine. Ceci peut s'expliquer par la quantité réduite de ressources sur une île par rapport au continent. Dans le cas de Flores, les humains ne sont pas les seuls à avoir subi ce phénomène car on a retrouvé sur l'île des fossiles d'une espèce naine, membre de la famille des éléphants. Cependant, l'hypothèse de l'origine de Homo florensis à partir de Homo erectus ne satisfait pas l'ensemble de la communauté des paléontologues. Certains pensent que l'espèce pourrait être issue d'espèces plus anciennes, Homo habilis, voire même carrément les Australopithèques. Mais cela implique que les humains seraient sortis d'Afrique beaucoup plus tôt que ce qu'indique le registre fossile.
Et d'après ce que j'ai lu dans le numéro 41 de la revue Espèces qui a consacré un article sur Homo florensis, le débat entre l'origine Homo erectus ou Homo habilis n'est toujours pas tranché. Au passage, si vous cherchez une revue scientifique de qualité, n'hésitez pas. À côté de cela, d'autres scientifiques avaient proposé une autre hypothèse disant que Homo florensis serait une population d'Homo sapiens atteint de microcéphalie. Cette hypothèse implique donc qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle espèce et ne suppose pas de changement fondamental dans notre compréhension de l'évolution. Mais sur plusieurs caractères, elle ne colle pas et ne satisfait pas non plus la communauté scientifique. Pour le moment, il semble y avoir un consensus disant que Homo florensis serait bien une espèce à part et qu'elle serait issue de l'évolution en conditions insulaires d'une autre espèce humaine. Maintenant, la question c'est laquelle? Voilà une excellente question. Et pour ce qui est de la disparition de Homo florensis, la plupart des hypothèses mentionnent une éventuelle compétition pour les ressources avec Homo sapiens quand ce dernier aurait débarqué sur l'île. Il y a beaucoup de conditionnels dans la phrase précédente car en réalité, les chercheurs n'ont pas découvert de traces fossiles de Homo sapiens sur l'île de Flores datant de l'époque de Homo florensis, c'est-à-dire entre 60 000 et 100 000 ans. Actuellement, l'île de Flores est habitée par des peuples indigènes, donc on sait que Homo sapiens est arrivé sur cette île, mais pour le moment, on sait juste que Homo sapiens était présent en Asie du Sud-Est il y a 70 000 ans, on en trouve ensuite en Australie il y a 50 000 ans. Donc, si on retrace la route de Homo sapiens, on peut voir qu'il est possible qu'il a pu arriver sur l'île de Flores au moment où Homo florensis était présent, si on se fie à la dernière datation des fossiles de ce dernier, entre 60 000 et 100 000 ans. Mais attention, comme je l'ai dit précédemment, l'équipe n'a, pour le moment, pas trouvé de traces fossiles d'Homo sapiens sur l'île de Flores qui pourraient témoigner d'une rencontre entre les deux espèces. La rencontre entre Homo sapiens et Homo florensis reste pour le moment une éventualité qu'il faut démontrer par de vraies preuves. Pour l'un des découvreurs de Homo florensis, Richard Roberts, le fait que Homo sapiens était dans le même coin pratiquement au même moment où les hobbits étaient présents, ça ne peut pas être une coïncidence. Pour lui, Homo sapiens a pu jouer un rôle dans l'extinction de Homo florensis par compétition. Alors attention, il ne faut pas interpréter ça comme un génocide de Homo sapiens sur son espèce cousine. Ce qui est sous-entendu là est que les deux espèces pouvaient avoir les mêmes besoins en ressources, alimentaires, outils, et qu'il y aurait eu donc une compétition pour l'accès à ces ressources. Alors attention, cette compétition ne s'est pas forcément exprimée par des combats directs, et ceux qui n'ont pas réussi à accéder aux ressources ont fini par disparaître. C'est d'ailleurs sûrement la même chose qui s'est passé pour les Néandertaliens. Enfin, pour les Néandertaliens, on est sûr qu'ils ont disparu, par contre pour les hommes et les femmes de Flores, un doute semble subsister. Quoi? En effet, si on en croit certains articles récents, un scientifique semble penser que Homo florensis serait toujours présent aujourd'hui. Mais comment c'est possible? Alors, posons le contexte, qui est cet auteur? Comme dit au début, il s'agit de Gregory Forth, un professeur d'anthropologie à la retraite, dont le dernier poste était à l'Université de l'Alberta, au Canada. Si je me réfère à son CV, présent sur le site de cette université, il a validé un doctorat en anthropologie sociale. Je l'avoue, ce n'est pas une discipline avec laquelle je suis familier. Je n'ai jamais lu d'études d'anthropologie, et à vrai dire, je suis même pas sûr de pouvoir définir correctement cette discipline. Moi, je connais plus la paléoanthropologie, la paléontologie humaine, donc on va aller checker un peu ça. Si je me réfère aux définitions données par le Muséum national d'histoire naturelle de Paris, l'anthropologue étudie l'espèce humaine, son évolution dans le temps, ainsi que les différents aspects culturels des populations humaines. Et trop cool, sur le même site, il y a aussi la définition de paléoanthropologue. Le métier de paléoanthropologue s'intéresse à l'évolution morphologique de l'homme au cours du temps, à partir de l'étude de restes fossilisés. Il semble que l'anthropologie se focalise sur la biologie et la culture de Homo sapiens à l'échelle des populations, alors que la paléoanthropologie travaille sur l'histoire des espèces humaines sur une échelle de temps beaucoup plus grande, de l'ordre de plusieurs millions d'années. Et au sein de l'anthropologie, il y a l'anthropologie sociale et culturelle qui étudie principalement les rites et les croyances d'un groupe. Donc là, on s'éloigne carrément du côté biologique. Gregory Forth est donc un professeur spécialisé dans l'étude des rites et croyances des populations humaines, et sur sa page d'information, on apprend que sa spécialisation géographique est l'Asie du Sud-Est, en particulier l'Indonésie.
Ah, là c'est intéressant. Il a effectué des travaux de terrain sur les îles de Sumba et de Flores. Oh, très intéressant. Il travaillait sur l'histoire et les organisations sociales de peuples vivants à Flores. C'est au cours de ses recherches qu'il a entendu les habitants de cette île parler de créatures du folklore ressemblant à des humains. Et quand il a entendu parler de la découverte de Homo florensis, il a émis l'hypothèse que ces créatures mythologiques du peuple de Flores pourraient avoir été inspirées par des rencontres entre les ancêtres de ces peuples et des spécimens d'Homo florensis. Gregory Forth a déjà publié des ouvrages où il parle de son hypothèse, notamment en 2008 et 2012, et en mai 2022, il a publié un nouvel ouvrage sur cela. Honnêtement, moi, sur le papier, l'histoire me plaît. Je serais vraiment très content si tout cela s'avérait vrai. Mais bon, on va garder quand même un petit peu de rationalité. Déjà, premier souci, on a une hypothèse défendue par un seul scientifique, qui en plus n'est pas publié dans un article scientifique, mais dans un livre, on va dire, grand public. Donc déjà, on peut un poil douter de la véracité de tout cela. Quand sur 10 boussoles, vous en avez 9 qui indiquent la même direction et une seule qui indique la direction inverse, il est raisonnable de penser que cette dernière a un dysfonctionnement et non que les 9 autres se trompent. Et j'espère que l'auteur s'est un minimum renseigné sur la paléoanthropologie et les sciences de l'évolution en général, qui ne sont a priori pas ses spécialités. Histoire d'en savoir un petit peu plus, j'ai lu le résumé de son prochain livre où il développe son hypothèse. Vous pouvez le retrouver sur diverses plateformes. Ce livre s'appelle Between Ape and Human, entre le singe et l'homme. Alors déjà, ça part un peu mal, vu qu'il a l'air de considérer que les humains sont à part des singes. Or, on l'a vu précédemment, selon la classification du vivant, nous sommes des singes. Je comprends bien que ce monsieur a avant tout une formation en anthropologie et non en biologie, mais bon, si tu viens parler d'animaux et d'évolution, faut quand même un petit peu se renseigner sur le sujet et être raccord avec le consensus des disciplines qui étudient cela. Et admirer la magnifique couverture. La belle marche du progrès, très ancrée dans l'imaginaire collectif, et qu'on essaie vraiment ardemment de vous faire oublier depuis très longtemps. Et bon, avec ce genre d'ouvrage, on a encore du boulot. Dans le résumé que l'on peut trouver sur les sites, on nous parle de l'histoire que je vous ai racontée avant. Gregory Forth travaillait sur l'étude des peuples indigènes de Flores lorsqu'il a entendu parler de créatures légendaires ressemblant à des humains. Et même plus, il a entendu plusieurs témoignages des habitants disant avoir vu ces hommes singes. Il a ainsi enregistré des dizaines de témoignages. Et la découverte en 2003 de Homo florensis lui a amené à penser que ces témoignages pourraient être liés à des rencontres entre Homo sapiens et Homo florensis. Et je le reprécise, c'est des témoignages actuels, donc ça veut vraiment dire qu'il sous-entend que Homo florensis serait toujours présent actuellement sur l'île de Flores. Mais il pense aussi que Homo sapiens et Homo florensis se seraient rencontrés dans le passé. J'en veux pour preuve une citation de son résumé. Baptisé Homo florensis, cet homininé ancien aurait vécu jusqu'il y a 12 000 ans, ce qui pourrait coïncider avec l'apparition de Homo sapiens à Flores. Alors, en 2004, quand les restes de Homo florensis ont été découverts, les chercheurs n'ont pas directement daté les fossiles en eux-mêmes, car trop fragiles. Mais ils ont daté du charbon de bois trouvé à proximité des restes de Homo florensis, en partant du principe que ce charbon s'était accumulé en même temps que les fossiles. Les résultats ont donné un âge à 18 000 ans, ce qui implique que Homo florensis aurait survécu sur cette île 30 000 ans après l'arrivée de Homo sapiens en Asie du Sud-Est. Et donc Homo sapiens aurait pu débarquer sur l'île de Flores à ce moment, et possiblement les deux espèces auraient pu se rencontrer. Cependant, d'autres fouilles qui ont eu lieu après ont révélé que la section où les charbons avaient été prélevés avait été érodée puis remplacée par des dépôts plus récents et que donc les datations n'étaient pas fiables. À l'aide d'autres méthodes, les chercheurs ont obtenu une datation plus fiable entre 100 000 et 60 000 ans. Donc l'hypothèse de la cohabitation s'effrite sérieusement, même si Homo sapiens était présent dans la région, et même si certains auteurs de l'étude semblent penser fortement que Homo sapiens a joué un rôle dans la disparition des hobbits, il n'y a pas de preuve concrète d'un tel scénario. Tout cela pour dire que dans le résumé du bouquin de Forth, il mentionne la date de 12 000 ans, qui est proche de la datation erronée de 2004, qui datait de 11 000 ans. Vous voyez le problème ? Mais oui, c'est clair. Donc en 2022, cet auteur ne prend pas en compte les résultats d'une étude de 2016. Il part d'un postulat que tous les paléontologues savent faux, et il base tout son raisonnement là-dessus. Je vais le redire, mais ça part très mal. Et en plus, en interview, il se permet de dire ça.
Mon objectif en écrivant ce livre était de trouver la meilleure explication, c'est-à-dire la plus rationnelle et la mieux étayée empiriquement, des récits de Liu sur les créatures. Donc les datations, ça doit pas être une preuve concrète. C'est un petit peu l'hôpital qui se moque de la charité. On a vu que les paléontologues n'ont pas encore de preuves fossiles, donc matérielles, pour dire si Homo sapiens et Homo floresiensis se sont rencontrés dans le passé. Mais par contre, Forth, sans aucune preuve, disons-le, il estime que c'est possible que floresiensis et Homo sapiens ont pu se rencontrer. Et même encore plus, il est persuadé que des spécimens actuels de floresiensis vivent cachés sur l'île de Flores. En plus, il a l'air de penser que c'est parce qu'on a retrouvé Homo floresiensis à une époque relativement récente qu'on peut dire qu'elle appartient au genre Homo. En tout cas, si j'en crois cette citation. Forth souligne que Mike Morwood avait lui-même plaidé pour l'inclusion de l'homme de Flores dans l'espèce Homo pour la simple raison que cette hominidé a existé jusqu'à une époque relativement récente. Non, c'est pas ça. Les découvreurs ont surtout plaidé pour une inclusion dans le genre Homo à cause de la présence de caractères communs. Si les paléontologues utilisaient juste le fait de trouver une espèce à telle période pour dire qu'elle appartient au genre Homo, on aurait des petits soucis pour les périodes où on trouve à la fois des représentants du genre Homo et des australopithèques. Vous avez carrément rien bité au tableau. Hein. Ouais, j'ai pas vraiment l'impression que Forth connaisse bien la classification du vivant, la cladistique, la phylogénie, ce qui n'a rien d'honteux, soyons d'accord. Mais bon, si t'écris un bouquin sur l'évolution humaine, renseigne-toi un minimum. En plus, ce cher Forth ajoute: les paléontologues et autres spécialistes des sciences de la vie feraient bien d'intégrer ces connaissances indigènes dans la poursuite des recherches sur l'évolution des hominidés en Indonésie et ailleurs. Je vais me permettre une réponse. Cher monsieur Forth, merci pour vos suggestions. De notre côté, nous vous suggérons de bien intégrer quelques notions de base de paléontologie et des sciences de la vie dans la poursuite de vos recherches sur l'existence potentielle de votre espèce humaine perdue. On vous remercie. Et pour apporter une réponse avec un peu moins de sel, je dirais que, bien sûr, toutes les disciplines scientifiques peuvent être interconnectées et travailler ensemble, c'est une très bonne chose. Maintenant, pour travailler ensemble, il faut que les scientifiques aient des bases communes. Et là, vous avez un auteur qui ne prend même pas la peine de se renseigner sur les consensus des disciplines pour lesquelles il veut apporter quelque chose. À partir de là... Allez, pour terminer, je vous propose une dernière citation. Ce n'est pas parce que les scientifiques ne recherchent pas de spécimens vivants d'Homo floresiensis ou d'autres espèces apparentées que cela signifie qu'ils n'existent pas. Bon, là je pense qu'on atteint le point commun de toutes les théories en cryptozoologie. Mes collègues Valéoraptor et Felreptile seront sûrement d'accord. Le coup du c'est pas parce que vous ne cherchez pas tel truc qu'il n'existe pas. Alors, pour valider une hypothèse en science, on n'essaye pas de prouver qu'elle est juste, mais on essaye de l'invalider en la soumettant à divers tests. On fait des expériences, des comparaisons de résultats, etc. etc. Par exemple, vous voulez prouver l'existence des corbeaux blancs. Votre hypothèse est « il existe des corbeaux au plumage blanc ». Si vous vous mettez à chercher dans toutes les populations de corbeaux du monde le corbeau blanc et que vous ne le trouvez pas, le résultat de votre étude ne sera pas de dire « les corbeaux blancs n'existent pas », mais les résultats de mon étude n'ont pas permis de prouver l'existence de corbeaux blancs. L'exemple est un petit peu caricatural, mais vous voyez l'idée. Dans le cas de Homo floresiensis, je pense que vous l'avez compris, il n'y a pas beaucoup, voire aucun élément qui nous permet de conclure à l'existence actuelle de cette espèce. Je ne dis pas que l'approche de Gregory Forth n'est pas intéressante, il y a plein d'exemples connus de créatures imaginaires qui sont nées de la confusion avec un animal, et honnêtement, moi, ça m'a rendu curieux. J'aimerais bien connaître les histoires du folklore des peuples de Flores. Mais concrètement, là, j'ai du mal à me dire que les travaux qu'il défend dans ce bouquin respectent la méthode scientifique. Et c'est d'autant plus problématique qu'une revue soi-disant de vulgarisation ait partagé cela sérieusement. Je ne vais pas vous dire laquelle parce que j'ai pas envie de lui faire de la pub indirectement. D'ailleurs, en cherchant, je suis tombé sur d'autres articles partageant la publication du livre de Forth. Et vous pouvez voir ici un article qui est un bien meilleur exemple de comment ce sujet aurait dû être traité par une revue se disant de vulgarisation scientifique. On en revient encore une fois au traitement médiatique des sciences. Mais je ne vais pas être aussi salé que dans le précédent épisode, je me dis qu'au moins ça me fait toujours des idées reçues à briser et j'aurai toujours du travail à l'avenir. Mais tout à fait. C'est ainsi que se termine cet épisode, merci à vous de l'avoir regardé, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, partager et commenter la vidéo. Découvrez également d'autres contenus sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou Instagram. Et il me reste plus à vous dire qu'on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à plus.